Welcome. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Guerre en Iran, vers une désescalade durable. Le monde paie cher le goût de la guerre en Iran. La guerre en Iran risque d'attiser les divisions aux États-Unis. Bonjour à toutes et à tous. Alors qu'une trêve précaire se maintient entre Washington et Téhéran, et à la suite de l'échec des négociations, la situation apparaît loin d'être résolue. Elle s'apparente davantage à une phase de latence durant laquelle chaque partie se prépare à l'étape suivante. Chacun affiche sa puissance tout en invoquant la voie diplomatique sans qu'aucun signe d'apaisement ne se dessine. Dès lors que ces positions demeurent figées, la marge d'erreur se réduit à l'extrême. Ayant récemment séjourné dans la région, j'ai pu en observer directement les manifestations. Il arrive que l'on aperçoive les projectiles en cours de lancement, puis que l'on attende leur interception, prenant ainsi conscience du caractère décisif de l'intervalle qui sépare ces deux moments. Les États-Unis ne sont pas épargnés par les répercussions de ces tensions, lesquelles alimentent des débats au sein du Congrès et révèlent une opinion publique profondément divisée, soulevant une interrogation fondamentale. Quel objectif poursuit-on et sommes-nous disposés à en assumer le coût? Les effets du conflit se font d'ores et déjà sentir, notamment à travers la hausse des prix de l'énergie et les pressions économiques croissantes. Ces conséquences dépassent largement le cadre régional pour affecter de multiples sphères de la sécurité internationale aux marchés mondiaux. Il ne s'agit pas d'une trêve appelée à durer, mais bien d'une situation instable comparable à une bombe à retardement. Dans cet épisode, nous nous attacherons à analyser les faits afin de mieux cerner la réalité de la situation, ses évolutions possibles et les enjeux qu'elle recouvre. Nous recevons aujourd'hui en visioconférence depuis la Géorgie le général à la retraite de l'armée américaine, Mark Kimmit, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires politico-militaires. Sur le plateau, nous accueillons Clark Cooper, ancien titulaire de ces mêmes fonctions, membre émérite du Conseil Atlantique et chercheur affilié à l'université Harvard. Nous recevons également David Schenker, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient et chercheur principal au Washington Institute. Enfin, comme à l'accoutumée, notre chroniqueur Ryan Ekstrom, ancien conseiller du représentant Joe Wilson et spécialiste des relations sino-américaines, ainsi que des politiques de défense, nous accompagnera. Bienvenue à tous. Ouvrons cet épisode avec notre correspondante, Shorouk Diab. Bonjour, Shorouk. To the program's correspondent, Shorouk Diab. Hello, Shorouk. Bonjour, Marc. Dans l'univers de la négociation, les résultats ne se mesurent pas uniquement à l'aune des annonces, mais également à ce qui a pu être évité. Lors de la dernière confrontation entre Washington et Téhéran, il est apparu que l'équipe américaine abordait les pourparlers en ayant pleinement conscience de l'un des instruments stratégiques traditionnels de l'Iran, la maîtrise du temps. Depuis des décennies, Téhéran privilégie une approche fondée sur la dilatation des négociations, la multiplication des canaux et la subordination des avancées à des conditions évolutives, lui permettant ainsi de poursuivre à l'abri de pressions directes le développement de programmes sensibles, notamment nucléaires et balistiques. Toutefois, cette séquence marque une inflexion notable. La délégation américaine a adopté une logique renouvelée visant à restreindre les marges de manœuvre iraniennes. D'une part, en fixant un calendrier explicite aux négociations, elle a privé Téhéran de sa capacité traditionnelle à gagner du temps. D'autre part, en conditionnant toute désescalade sur le terrain à des mesures tangibles, telles que la garantie effective de la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, elle s'est affranchie des engagements purement déclaratifs. Enfin et surtout, Washington a mis en œuvre une stratégie de pression parallèle, le maintien de dispositifs militaires et de préparatifs opérationnels concomitamment à l'effort diplomatique, signifiant clairement que la négociation ne se substitue pas à la dissuasion, mais s'y articule. Par ailleurs, la médiation régionale, notamment via le Pakistan, a contribué à éclairer les intentions de Téhéran, lequel cherchait à mobiliser des canaux indirects afin de réintroduire ses exigences habituelles. Néanmoins, Washington a accueilli ces initiatives avec une prudence mesurée, refusant de s'engager dans des processus ouverts
en l'absence de garanties substantielles. Il en a résulté une trêve temporaire strictement conditionnée et encadrée, traduisant un équilibre précaire entre désescalade et maintien de la pression. Cette configuration a empêché l'Iran de transformer les négociations en un espace dilatoire, révélant ainsi une évolution significative de la doctrine américaine, passée d'une gestion du temps à une volonté affirmée d'en exercer le contrôle. Washington est-il réellement parvenu à neutraliser cette stratégie ou Téhéran reviendra-t-il? Je vous cède la parole. Bien, je vous remercie Shourouk pour cet éclairage actualisé ainsi que pour l'analyse des stratégies des partis. Ryan, les pourparlers conduits sous l'égide du Pakistan traduisent l'anticipation par Washington d'une instrumentalisation des négociations par Téhéran à des fins dilatoires. Si tel est le cas, une interrogation fondamentale s'impose. Les États-Unis demeurent-ils en position de conduire l'ordre international ou en subissent-ils désormais les dynamiques? Well, you're right. This was anticipated by the United States. Look at it from Iran's perspective. Écoutez, votre analyse est fondée. Les États-Unis avaient anticipé cette posture qui tend à conforter l'Iran dans sa stratégie. Téhéran semble en effet considérer que la poursuite des hostilités lui procure des avantages supérieurs à ceux qu'il pourrait obtenir à la table des négociations. Il estime disposer de leviers plus efficaces pour améliorer sa position lors des échéances ultérieures, qu'il s'agisse de capitaliser sur ses acquis territoriaux ou d'user progressivement les États-Unis. Cette logique dilatoire n'est guère surprenante, mais elle appelle à en préciser la finalité. Comme évoqué, la stratégie iranienne vise à préserver et consolider l'influence déjà démontrée, notamment par sa capacité à peser sur le détroit d'Ormuz ainsi que par le recours à des relais régionaux agissant en son nom. Par ailleurs, au cours des négociations, Téhéran a cherché à élargir le champ des discussions en subordonnant tout cessez-le-feu non seulement à la question nucléaire, mais également à la levée des sanctions et à l'ensemble des dynamiques militaires régionales. Linking any ceasefire to issues of not just. Cette démarche s'inscrit pleinement dans une stratégie d'usure destinée à éprouver la constance et la patience américaine. Washington en avait certes pleinement conscience, toutefois son aspiration à parvenir rapidement à un règlement et à conclure un accord pourrait paradoxalement constituer un facteur de vulnérabilité en le plaçant sous une contrainte temporelle susceptible d'être exploitée. But I think that ultimately they could be hamstrung by their own desire to wrap this up, reach a deal as quickly as possible. That could eventually prove to be a liability. Une telle hypothèse ne peut être exclue si la situation venait à s'accélérer brusquement. Clark Cooper, vous avez déjà participé à ce type de négociations où chaque partie tente à présenter la trêve comme une victoire. Mais que signifie réellement cette apparente convergence? Est-on en face à des avancées concrètes ou plutôt à une phase de repositionnement stratégique où chacun ajuste ses leviers et redistribue ses cartes? Par ailleurs, observe-t-on aujourd'hui une reconfiguration du rôle des gardiens de la Révolution tandis que les États-Unis redéploient leurs porte-avions en réponse à des menaces multiples? Well, conventionally, right? So if we just look in general on bilateral negotiations, there's always going to be an allowance. De manière générale, toute négociation bilatérale comporte des phases de suspension destinées à permettre, de part et d'autre, une évaluation des avancées réalisées et des ajustements nécessaires. Se pose alors la question de l'opportunité d'impliquer un tiers dans le processus. L'annonce par les États-Unis d'un blocus naval à l'encontre de l'Iran est à cet égard un facteur susceptible d'influer sensiblement sur l'équilibre actuel des pourparlers entre Washington et Téhéran. Il semble toutefois que l'Iran prenne désormais conscience du fait que l'avantage dont il dispose dans ces négociations n'est ni indéfini ni pérenne. Parallèlement, les États-Unis ne sauraient maintenir indéfiniment une telle posture de contrainte maritime. Dès lors, les deux parties semblent mesurer les limites structurelles de leurs positions respectives. Néanmoins, toute précipitation comporte des risques. Une conclusion hâtive des négociations pourrait compromettre certains intérêts américains. En conséquence, il est peu probable que l'une ou l'autre des parties cherche à accélérer indûment le processus. Cette phase de pause s'apparente plutôt à un moment de réflexion stratégique visant à définir une approche renouvelée. L'un des apports notables des cycles de négociations tenus à Islamabad réside dans la clarification des lignes rouges de chaque camp. À ce stade, Téhéran peut estimer avoir enregistré des avancées, du moins au regard de sa propre appréciation de la situation. Red lines are or what they are not for Tehran or for Washington. But I would say where we are today, Tehran probably likely thinks or assesses that they've made gains at this stage. David, cette séquence permet-elle réellement à l'Iran de tirer parti d'une influence limitée mais suffisante pour renforcer sa position, comme l'évoque Clark? En parallèle, quels bénéfices concrets les États-Unis ont-ils retirés de cette phase de négociation et surtout ce niveau de risque vous semble-t-il proportionnel aux gains attendus?
Is this worth their risk? Bon, un élément mérite d'être souligné. L'Iran semble tirer parti de cette phase de relative inertie pour chercher à se réarmer, notamment en envisageant l'acquisition de systèmes chinois de haute technologie, sans qu'il soit possible d'en attester avec certitude. Plusieurs indications convergentes viennent étayer cette hypothèse d'ailleurs. Dans ce contexte, il apparaît que l'administration américaine pouvait escompter à l'ouverture des négociations un infléchissement significatif de la position iranienne. Toutefois, l'histoire des conflits invite à la prudence dans l'appréciation des issues possibles. Ainsi, à propos de la guerre du Vietnam, Henry Kissinger soulignait que dans certains affrontements asymétriques, l'absence de défaite pour l'un des protagonistes peut s'apparenter à une victoire. Appliquée à la situation actuelle, cette grille de lecture suggère que tant que le régime de Téhéran se maintient et conserve ses leviers d'influence, notamment sa capacité à peser sur les détroits d'Ormuz, sans consentir de concessions substantielles sur l'enrichissement de l'uranium, les autorités iraniennes peuvent considérer leur stratégie comme satisfaisante. Du point de vue américain, l'engagement dans des négociations demeure en principe une démarche rationnelle, ne serait-ce que pour tester la possibilité d'un accord, même dans un contexte marqué par l'accentuation des divergences et la réduction des perspectives de succès. Toutefois, comme cela a été évoqué, la suspension des pourparlers a également permis à Washington de s'écarter d'une escalade directe, précédemment évoquée par Donald Trump au profit d'une stratégie alternative, qui consiste notamment en l'instauration d'un blocus naval. Cette pause a ainsi offert un espace de réévaluation stratégique autorisant une montée en pression maîtrisée, sans pour autant donner suite aux déclarations antérieures qui avaient suscité de vives inquiétudes quant à leur implication potentiellement déstabilisatrice à grande échelle. Mark Emmett, you battled many of these. Mark Emmett, vous avez rencontré de nombreux intermédiaires iraniens, notamment en Irak, il y a plusieurs décennies. Quand vous observez la trêve aujourd'hui, comment l'apercevez-vous? S'agit-il d'une mesure provisoire ou d'une simple pause avant une reprise des hostilités, comme l'ont évoqué nos invités? Selon vous, quels éléments pourraient rendre la prochaine étape plus dangereuse ou au contraire plus apaisée? More dangerous or potentially more peaceful. Écoutez, il me semble que nous sommes en présence d'une pause tactique dans le processus de négociation, et l'on peut espérer qu'une dynamique comparable s'applique également au cessez-le-feu. Dans ce contexte, il est impératif de prévenir toute erreur d'appréciation ou de communication, susceptible de provoquer une escalade non maîtrisée. Le retrait de J.D. Vance des pourparlers constitue à cet égard un signal préoccupant, laissant entrevoir la possibilité d'un retour aux hostilités ouvertes. Deux scénarios principaux se dessinent. D'une part, si Washington choisit de s'en tenir à l'imposition d'un blocus du détroit, le cessez-le-feu pourrait se maintenir, quoique dans un équilibre fragile. D'autre part, une décision du président Donald Trump d'adopter une posture plus offensive pourrait entraîner une reprise des opérations militaires. Parallèlement, l'hypothèse d'une violation du cessez-le-feu par l'Iran ne saurait être écartée. En définitive, l'évolution de la situation demeure incertaine. Okay, thank you, General. Let's go back to Clark. Clark, you worked at the... Merci, Général. Je me tourne à présent vers vous, Clark. Le secrétaire d'État était absent. En revanche, l'envoyé spécial Steve Witkoff, Jared Kushner et le vice-président J.D. Vance étaient présents. It was the president's son-in-law, Mr. Kushner, and it was the vice president. Pendant ce temps, le président Trump et Marco Rubio assistaient à un tournoi de MMA dans un grand stade. People battle in a Comment interprétez-vous cette configuration? Pourquoi la présence de J.D. Vance en particulier? Et surtout, que s'est-il joué durant ces 21 heures de discussion à huis clos? hours behind closed doors. There has been interesting assessments. Certaines analyses ont mis en lumière les motivations ayant présidé au choix de Vance. Téhéran a peut-être estimé que l'ouverture de ces négociations tenait en partie au crédit particulier dont jouissait J.D. Vance, perçu comme une figure au moins incline à l'option militaire, ce qui expliquerait qu'il ait été désigné pour conduire la délégation américaine. S'agissant d'une éventuelle rupture des pourparlers, il convient de rappeler qu'il est en pratique exceptionnel qu'une partie anticipe explicitement un échec. Celui-ci résulte le plus souvent d'un processus graduel d'enlisement.
À cet égard, l'analyse de Mark quant à l'existence d'une pause tactique apparaît fondée. Une telle suspension ne procède pas nécessairement d'une stratégie formalisée, mais découle plutôt de la dynamique des mêmes négociations. L'interruption du dialogue ou son absence prolongée tend inéluctablement à en compromettre l'issue. Il convient toutefois de ne pas surinterpréter cette phase à ce stade. Comme indiqué précédemment, l'Iran considère, selon sa propre lecture de la situation, disposer actuellement d'un levier, dont il sait néanmoins le caractère limité dans le temps. Pour autant, Téhéran ne se perçoit ni comme le vainqueur incontesté de cette séquence, ni comme ayant subi une défaite décisive. They certainly see this as maybe not an outward victory, but they certainly don't see themselves at a complete loss at this stage. And a follow-up, Clark. Clark, une question pour vous. J.D. Vance a participé à ces négociations. Il est souvent perçu comme moins favorable à une intervention militaire dans la doctrine classique de sécurité américaine. S'agit-il d'un choix stratégique pour intégrer une voix différente dans la discussion? Ou bien est-ce pour lui une première confrontation directe avec la complexité du dossier, loin des déclarations publiques et face aux négociateurs iraniens eux-mêmes? Briefing room, but the challenges of dealing with the Iranians directly and how difficult that is. Je souhaiterais approfondir la question des prérogatives présidentielles relatives à la désignation des émissaires de confiance, tout particulièrement dans le cadre de négociations bilatérales comportant des enjeux souverains. Bien que le temps nous fasse défaut, l'histoire nous offre des précédents notables. Sous la guerre froide, l'administration Reagan privilégiait une diplomatie de l'ombre en s'appuyant sur des figures soigneusement choisies pour traiter avec Moscou. À cet égard, le profil de Vance semblait susciter une réceptivité singulière, contrastant avec l'accueil réservé aux autres membres de la délégation. Willingness to receive him than maybe some other members of the cabinet at this time. Je vous remercie, Clark. Le New York Times a publié un article intitulé « Les services de renseignement américains montrent que la Chine joue un rôle plus actif dans la guerre contre l'Iran ». Arrêtons-nous un instant et revenons sur cet article. David said, and let's take a pause and listen to and watch this segment. Le New York Times a publié un article intitulé « Les services de renseignement américains indiquent que la Chine joue un rôle plus actif dans la guerre contre l'Iran ». Signé par Mark Mazzetti, Eric Schmidt et Julian E. Barnes, les auteurs y rapportent que les services de renseignement américains auraient obtenu des informations selon lesquelles la Chine aurait récemment acheminé vers l'Iran une cargaison de missiles portatifs, ce qui constituerait une évolution notable du degré d'implication de Pékin dans le conflit. Les journalistes poursuivent en soulignant que ces éléments, bien que non entièrement corroborés, soulèvent des interrogations plus larges sur la nature réelle de l'engagement chinois, d'autant qu'aucune preuve ne confirme à ce stade l'utilisation de ces systèmes contre des forces américaines ou israéliennes. Ils ajoutent que le simple fait que la fourniture d'armement à l'Iran soit discutée au sein des cercles décisionnels chinois témoignerait d'une prise de conscience croissante à Pékin des enjeux directs liés à ce conflit, notamment dans un contexte où des entreprises chinoises sont déjà impliquées dans l'exportation de matériaux et de composants susceptibles d'alimenter des productions à usage militaire. En conclusion, les auteurs estiment que la convergence des soutiens chinois et russes à l'Iran s'inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître le coût du conflit pour les États-Unis, voire à solliciter leur capacité militaire dans un affrontement prolongé. Cette évolution traduirait ainsi un changement qualitatif de la nature du conflit qui dépasserait désormais le cadre d'une simple confrontation régionale pour s'inscrire dans une logique de rivalité entre grandes puissances, complexifiant davantage la situation et soulevant des interrogations majeures quant à l'évolution des équilibres internationaux. David, revenons à ce qui a été évoqué dans l'article concernant la Chine, notamment l'idée selon laquelle elle fournirait des technologies à l'Iran. Cette information reste toutefois à confirmer. Alors quel rôle joue réellement Pékin dans ce conflit? Une partie des transferts financiers se ferait en yuan, ce qui avantage la Chine, mais dans le même temps, elle reste fortement dépendante du pétrole du Golfe. Elle ne reçoit qu'un volume limité de pétrole russe. Elle se retrouve donc face à un dilemme. Comment gérer cet équilibre sans compromettre ses intérêts énergétiques et stratégiques? They can only get so much from Russia, and they're in a bind as well. How do they act in this situation?
Bon, la Chine occupe actuellement une position diplomatique complexe, à la croisée d'intérêts divergents. Bien qu'elle ait conclu un partenariat stratégique de long terme avec Téhéran, les investissements massifs promis peinent encore à se matérialiser. Pékin a toutefois su tirer profit de l'isolement de l'Iran en bénéficiant de tarifs préférentiels sur le pétrole, souvent acheminés hors des circuits conventionnels. Parallèlement, la Chine a consolidé sa statut de partenaire commercial incontournable auprès des monarchies du Golfe, tout en fournissant à l'Iran des armements susceptibles d'être retournés contre ses mêmes alliés. Et dans cette perspective, un blocus naval américain effectif contraindrait probablement Pékin à une intervention diplomatique d'envergure pour préserver ses intérêts énergétiques et sécuritaires dans la région. Iran is using to attack these countries. And so I think in a way, the American blockade, if effective, should actually bring China into this in a bigger way diplomatically, because until now, the only ships that were getting out of the Gulf were oil tankers that were headed toward China. And if they are affected personally, they may take more of an interest in this conflict diplomatically. So Beijing has some Pékin, de son côté, est également confronté à des choix stratégiques majeurs. Ryan, parallèlement à Washington, le débat se poursuit au Congrès autour du nouveau budget présenté par l'administration Trump, lequel prévoit près de 1 500 milliards de dollars de dépenses consacrées à la défense. À titre de comparaison, l'adoption d'environ 200 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine avait déjà suscité de fortes tensions ces dernières années. Dans ce contexte, plusieurs questions restent ouvertes. L'exécutif pourra-t-il adopter un tel niveau de dépenses? Avec une majorité étroite au Congrès, l'administration Trump tente de rallier les suffrages nécessaires. L'objectif est clair, poursuivre les opérations militaires et renforcer les programmes d'armement. Le principal défi consiste à réduire les fractures qui commencent à apparaître au sein d'une même base de soutien de Donald Trump, notamment au sein de certaines factions spécifiques. Une frustration croissante s'exprime à l'égard de la conduite de ce processus, en particulier en raison d'un manque perçu de clarté quant aux objectifs poursuivis. Ce socle politique, longtemps considéré comme solide, montre ainsi des signes d'érosion qui complexifient davantage la situation, d'autant que le pouvoir budgétaire appartient in fine au Congrès seul habilité à autoriser ou non les financements nécessaires à la poursuite de ces opérations. Dans ce contexte, surmonter ces divisions suppose une clarification plus rigoureuse de ces objectifs stratégiques, ainsi qu'une définition plus explicite du calendrier et des limites de l'escalade envisagée. Il apparaît également indispensable de rassurer les sensibilités conservatrices, en particulier au sein du camp républicain et quant à leur nature exacte de l'engagement des États-Unis et à l'étendue de leur implication dans ces opérations. Escalation thresholds and giving some of the, especially Republican holdouts, a better sense of what exactly it is that we're getting into. Clark Cooper, vous avez déjà été confronté à des crises similaires au sein du département d'État et de l'ambassade américaine à Bagdad. Nous avons évoqué les différences de gestion de cette crise entre l'administration Trump et les équipes précédentes. Pouvez-vous nous expliquer comment cette approche a évolué et quelles sont aujourd'hui ses principales conséquences? Nous avons déjà évoqué la composition de l'équipe de négociation américaine à Islamabad et l'absence remarquée de plusieurs responsables habituellement associés à ce type de pourparlers, qu'il s'agisse de représentants du département d'État ou d'autres administrations compétentes. Plusieurs administrations américaines, notamment celle de Bush, avaient déjà souligné cet aspect, et il convient de le rappeler ici, l'une des limites de la seconde administration Trump réside dans l'insuffisante mobilisation des mécanismes multilatéraux au service des intérêts américains. Durant son premier mandat, Donald Trump n'a que marginalement recouru aux instruments multilatéraux traditionnels. À l'époque, certaines dynamiques au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies avaient pu jouer en faveur des États-Unis, mais cette configuration n'est plus la même aujourd'hui. Cette évolution est d'autant plus significative qu'elle a contribué à limiter certaines opportunités diplomatiques dans le cadre du conflit actuel. La question centrale demeure toutefois celle du coût de ces absences, un coût qui, à ce stade, n'a pas encore pleinement émergé. La différence majeure entre la période actuelle, le premier mandat de Trump et les administrations américaines précédentes réside dans une moindre utilisation des outils multilatéraux, ainsi que dans une coordination plus limitée avec les partenaires et alliés.
Cette dimension est essentielle, elle concerne en premier lieu les alliés au sein de l'OTAN, avec lesquels les États-Unis coopèrent en matière de partage du renseignement, de sécurité collective et de participation opérationnelle dans le domaine de la défense. Elle s'étend également aux partenaires régionaux, dont plusieurs ont été directement affectés par le conflit, notamment en ce qui concerne leur capacité de défense aérienne. D'une manière plus générale, de nombreux partenaires auraient pu jouer un rôle plus actif dans la gestion de cette crise, mais leur implication est restée limitée. Cela conduit aujourd'hui à un effort de rattrapage collectif visant à renforcer et réarticuler la coopération entre les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires. Bien, nous allons devoir marquer une courte pause. Merci à Mark, Ryan, David et Clark pour leurs interventions. Nous reprendrons dans quelques instants. Alors restez avec nous. Please stay with us. Welcome back. Nous voici de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. À Téhéran, les décisions sont prises par un cercle restreint dominé par les gardiens de la révolution et les autorités religieuses. À Washington, la logique est différente. Le pouvoir est fragmenté, il repose sur des équilibres institutionnels et un débat permanent. Aucune décision militaire majeure ne peut être engagée sans l'influence du Congrès, des médias et de l'opinion publique. Ce pluralisme garantit un contrôle démocratique, mais il ralentit aussi la prise de décision et il peut révéler certaines fragilités. Dans ce contexte, quelle est aujourd'hui la position de Washington sur ce dossier? À l'approche des échéances électorales, les tensions internes s'intensifient et les effets du conflit se font de plus en plus sentir au Congrès, accentuant les divisions. Une question revient alors avec insistance: quel est l'objectif réel de cet engagement militaire et jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à en assumer le coût politique, stratégique et humain? Le système américain, par sa nature, expose aussi le pays à des adversaires plus flexibles, des acteurs qui opèrent souvent de manière indirecte et moins visible. Sur le plan politique, des fractures apparaissent clairement au Congrès. Elles sont particulièrement visibles au sein du camp démocrate. Plusieurs figures influentes à la Chambre des représentants, comme au Sénat, notamment à la Commission des Affaires étrangères, ont exprimé leur opposition. Certaines ont même déjà été accusées de relayer des éléments de communication favorables à l'Iran. À l'inverse, certains observateurs estiment que des responsables républicains soutiennent trop fortement la ligne de l'administration Trump. Ils minimisent, selon eux, les difficultés à venir. Dans ce contexte polarisé, comment expliquer l'ampleur de ces divergences à Washington sur la guerre contre l'Iran? Potential challenges that the US faces in the weeks ahead. Assess what's going on right now. Why is it so divided in Washington, D.C. over this war with Iran? Well, going back to the Republican coalition in Congress, we're seeing some splintering that I don't think that the president anticipated, of voices increasingly asking what the objective is and pushback, real pushback. Au sein des Républicains, on observe un certain désarroi que l'exécutif n'avait pas anticipé. Les critiques se multiplient sur la finalité même de cette guerre et sur le principe de l'intervention. Des questions stratégiques émergent, notamment sur l'image des États-Unis et le coût politique de l'engagement. Cela freine progressivement le soutien dans ce camp. Chez les démocrates, la logique est différente, plus structurée et aussi plus politique. Beaucoup y voient une opportunité si la position de Donald Trump venait à se fragiliser. Dès le début du conflit, ils ont exprimé des réserves sur les objectifs et les motivations de l'intervention. Peu à peu, le débat glisse vers un terrain plus partisan. Les élections de mi-mandat et même la présidentielle de 2028 commencent à peser lourd dans l'analyse. Ces calculs politiques prennent de plus en plus de place et ils pourraient s'intensifier si l'administration ne clarifie pas ses objectifs, son calendrier et ses moyens d'action. Where you have them really having their eye on midterm elections and farther down the line, presidential election in 2028. I think that these sorts of political questions are coming much more to the forefront now than they may have been at the start, and I think that they'll continue to grow over time, less some clarity is provided from the administration on exactly what the objectives are, what the timetables are, and how we can achieve those objectives. Général Kimitz, sortons un instant du champ de bataille. Quel impact ce conflit a-t-il sur le paysage politique américain?
Et a-t-il changé la manière dont les futurs conflits seront gérés? Conflicts can be handled. Yeah, I would say, Mark, that the impact L'impact sera réel et durable, et il ne se limite pas à des ajustements électoraux. La guerre aura des effets économiques directs, inflation, prix des carburants, coût des produits alimentaires. Ce sont ces éléments qui pèseront sur le vote des citoyens lors des élections de mi-mandat. Les électeurs jugent d'abord sur leur quotidien, sur leur pouvoir d'achat. Cette fois, c'est probablement ce facteur qui dominera leur choix. Une grande partie du verdict se jouera dans les urnes, et beaucoup d'électeurs ont déjà formé leur opinion sur le bilan de Donald Trump. En politique américaine, l'interne l'emporte souvent sur l'international lors des législatives. Si les démocrates reprennent la Chambre des représentants, ce qui est plausible, et éventuellement le Sénat, même si cela reste moins probable, l'équilibre du pouvoir changerait fortement. L'agenda de Donald Trump serait alors largement bloqué faute de majorité. Il pourrait aussi faire face à des enquêtes parlementaires et à des procédures politiques plus lourdes. Dans ce cas, il serait représenté par ses avocats. through the House of Representatives, and in fact, he could be completely locked up in impeachment hearings in both of the House, and possibly if they're referred to the Senate, not he himself, but his lawyers. They always get the lawyers. Oui, on observe systématiquement la présence d'équipes juridiques dans ce type de procédure. David, les décisions de sécurité nationale ne devraient pas dépendre des cycles électoraux ni des variations de l'opinion publique, mais dans la réalité américaine, c'est souvent le cas. Il est même fréquent que les critiques politiques s'estompent en période de guerre. L'exemple du Vietnam l'a montré, un conflit très impopulaire, il a profondément transformé la société et la vie politique américaine. Dès lors, où en est-on aujourd'hui à l'approche des élections législatives de novembre et dans la perspective de la présidentielle de 2028? Where do we stand right now at the epicenter of American politics with congressional elections coming up this November and a fight for the presidency in 2028? Yeah, we're 7 months off. Bon, nous sommes à environ 7 mois des élections de mi-mandat et elles seront décisives. Le président Donald Trump fait face à une pression politique inédite. Les critiques se multiplient, mais un facteur domine désormais, c'est l'économie. Avec peu de pertes militaires directes, c'est surtout le coût de la vie qui pèse sur l'opinion publique. Certaines déclarations du président ont aussi suscité de fortes réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Des propos évoquant des frappes sur des infrastructures sensibles, comme des installations électriques ou de dessalement, et des scénarios de destruction massive des capacités iraniennes. Ces positions ont été vivement critiquées. Il est difficile d'imaginer que l'armée américaine aurait validé de telles options sans examen rigoureux sur le plan juridique et stratégique. Dans ce contexte, les tensions politiques internes ont joué un rôle. Elles ont contribué à ouvrir la voie à une désescalade et à un cessez-le-feu. L'objectif de l'exécutif semble clair, éviter une escalade majeure tout en conservant un discours de fermeté. Et cette situation illustre un point central, le poids de l'opinion publique dans des décisions militaires américaines. Au final, deux options restent possibles, reprise des opérations ou contrôle de l'escalade, mais l'administration semble privilégier la seconde, pour limiter les coûts politiques et économiques à l'approche des échéances électorales. Or a way toward de-escalation, perhaps sees escalation as the way to de-escalate, but I think wanted to avoid that for, really, this is how public opinion is impacting the military decisions. The answer to this ultimately might be to go back and resume the campaign, but I think the president, because of the domestic politics, the economics, wanted to avoid that. Clark Cooper, nous avons vu que l'Iran sait exploiter la complexité du système politique américain. Il sait aussi ralentir les négociations et gagner du temps. Cela a été le cas sous plusieurs administrations, Bush, Obama, Trump, Biden. Pendant ce temps, l'Iran continue de financer ses alliés et de soutenir des groupes armés au Moyen-Orient.
Les prix de l'énergie, eux, alimentent l'inquiétude aux États-Unis. Certains Américains s'interrogent sur ce qui se joue réellement. Alors quel est le coût de cette ouverture du système américain et où se situe la limite pour l'opinion publique? What is the cost and when is the line drawn where it gets really, really difficult for the American public and for this administration? Well, our openness is our strength. It's not a vulnerability. It's not a weakness. If you look at a historic reference, maybe a more recent one where we talk about an enemy looking at our open society, our freedom of speech, all of these things enshrined in our law, in our Constitution. Nazi Germany, Imperial Japan, in the 20th. L'ouverture de système américain est une force, pas une faiblesse. L'histoire le montre, même face à des tentatives d'influence étrangère, comme durant la Seconde Guerre mondiale, ces stratégies, elles ont échoué. Elles ont échoué car les institutions américaines sont solides et la démocratie est résiliente. Comme l'a rappelé David, l'opinion publique joue un rôle central et elle reste centrée sur ses enjeux domestiques. Pouvoir d'achat, inflation, énergie, ce sont des sujets qui dominent. Certaines déclarations présidentielles ont toutefois suscité des réactions fortes, y compris dans des milieux militaires. Mais il faut être clair, les décisions militaires suivent un cadre strict, juridique, stratégique et hiérarchique. Au final, le système américain fonctionne comme un mécanisme d'équilibre. Institutions, opinion publique et contrôle démocratique encadrent les décisions. To any president in any administration to destroy civilian infrastructure, full stop. I promise you, Admiral Cooper at Central Command would never have advised or recommended that, and the chairman of the Joint Chiefs of Staff, Dan Kane, never would have advised or recommended that. So, in some respects, the Iranians should be very grateful for open society and public opinion in the fact that institutions have the built-in ability to advise the commander-in-chief and the head of government, and for that commander-in-chief to get real feedback from those who are authorized, as well as the general public. Let's turn. Passons maintenant à notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouky. Bonjour Adel. Hello, Adel. بين تصاعد التوتر مع إيران وضغوط الداخل الأمريكية يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة كيف يدير حربا خارجية دون أن يدفع ثمنها سياسيا Entre la crise iranienne et les tensions internes, Donald Trump fait face à un équilibre difficile. Conduire une guerre extérieure et gérer le coût politique intérieur. Plusieurs signaux économiques sont déjà visibles. Le pétrole dépasse les $110 le baril. Le carburant atteint en moyenne $5 le gallon. Une opération militaire majeure pourrait coûter entre 100 et 300 millions de dollars par jour. Des niveaux comparables aux guerres passées au Moyen-Orient et dont le coût global se chiffre en milliers de milliards sur plusieurs décennies. Sur le plan politique, les sondages sont clairs. Environ 60% des Américains rejettent tout déploiement terrestre en Iran. Au Congrès, les divisions sont fortes entre partisans de la fermeté et partisans de la prudence. L'administration mise sur une démonstration de force pour renforcer son image de leadership, mais cette stratégie reste risquée. Une escalade mal contrôlée pourrait se retourner politiquement contre elle. مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة غير أن هذا الرهان يظل محفوفا بالمخاطر إذ إن أي تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية. تقف إدارة ترامب اليوم عند مفترق. L'administration Trump se trouve à un tournant entre pression internationale et contraintes internes. La question aujourd'hui reste la même. Comment concilier sécurité nationale et popularité politique? Adel Dessouky pour l'émission depuis Washington, devant la Maison-Blanche. Washington. Je vous remercie Adel pour cet éclairage très intéressant. Ryan, quelle est la marge de manœuvre pour le président américain? Comment consolider le soutien du Congrès dans un contexte aussi tendu? Maybe help those candidates who are sinking right now that represent his political party. And how do we keep these systems holding together in really difficult times?
Il faut d'abord préserver la cohésion politique. Les divisions au Congrès ne sont pas forcément négatives, elles obligent à clarifier les objectifs. Elles peuvent aussi renforcer la mobilisation électorale, notamment sur les enjeux économiques. Les négociations récentes ont montré un engagement américain réel, mais côté iranien, elles sont jugées insuffisantes. Donald Trump peut donc mettre en avant la volonté américaine de dialogue et rejeter la responsabilité du blocage sur Téhéran. En revanche, les divisions internes sont plus difficiles à gérer et aucune stabilisation claire ne se dessine encore. What exactly that is, and connecting what's at stake in this war to what voters really do care about, which is the economy, and saying, well, to step back, I think that these talks over the past weekend were significant for if no other reason than to show that the United States is serious about negotiating an end to this. The Iranians, on the other hand, say the United States wasn't serious to begin with. Their demands were unreasonable. Donald Trump can point to these talks as evidence of we're trying. It's the Iranians who are the recalcitrant ones. And as far as shoring up domestic political divisions goes, that's a lot less certain. That's something that I think that the president is still trying to figure out exactly how to do, because you're right, the pressure is growing domestically. David, comme il était dit, nous nous trouvons à environ 7 mois des élections. Il convient donc d'élargir la perspective et d'aborder la dimension internationale en examinant la position des alliés des États-Unis. Il apparaît en effet que certains d'entre eux adoptent une posture plus prudente, voire de retrait, tandis que d'autres, à l'instar d'Israël, semblent au contraire s'engager dans une logique d'intensification. Les préoccupations des alliés sont toutefois très différentes. Les partenaires des États-Unis au sein de l'OTAN, en Europe comme en Asie, font face à des contraintes majeures liées à l'énergie, aux hydrocarbures et à la stabilité économique. Israël, pour sa part, est confronté au proxy iranien. Par ailleurs, des États tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont été exposés à des attaques de missiles attribuées à l'Iran, ce qui les conduit à renforcer et à moderniser leurs capacités de défense aérienne. Dans ce contexte, une question centrale demeure: comment cette dynamique régionale est-elle susceptible d'évoluer? Comment expliquer les divergences de posture entre des alliés comme Israël, qui privilégient une approche plus offensive, et d'autres qui manifestent davantage de retenue? Vous savez, les partenaires de l'OTAN ont exprimé leur mécontentement face à leur absence de consultation préalable avant le déclenchement de ce conflit. Toutefois, comme on le sait, les États-Unis se sont historiquement considérés comme la puissance garante de la liberté de navigation à l'échelle mondiale. Assumant seul et de manière durable un coût considérable pour assurer ce rôle. L'administration Trump adopte aujourd'hui une approche différente. Elle estime que ses alliés doivent davantage partager le fardeau des responsabilités et contribuer activement à l'effort stratégique engagé face à l'Iran. Et cette position s'est toutefois heurtée à certaines réserves, non seulement en raison du manque de coordination initiale, mais également à la lumière des tensions accumulées au cours de l'année précédente. D'autres partenaires, en revanche, n'ont pas manifesté d'opposition explicite à l'action américaine. Ainsi, aucune réaction significative n'a été observée du côté des BRICS depuis le début du conflit, ce qui peut s'expliquer en partie par l'hétérogénéité et la faible cohésion de ce groupe sur le plan géopolitique et économique. En revanche, les partenaires des États du Golfe apparaissent comme les plus sensibles à l'évolution de la situation. Ils ont perçu ce conflit comme un signal d'alerte majeur dans la mesure où ils prennent conscience de leur vulnérabilité potentielle face à l'Iran. Pourtant, ces mêmes pays avaient engagé ces dernières années une dynamique de rapprochement avec Téhéran, matérialisée par la réouverture d'ambassades, le développement de relations économiques et l'intensification du dialogue diplomatique, sans que ces efforts ne produisent de résultats tangibles durables. Et dans ce contexte, ces États souhaitent désormais que les États-Unis finalisent le processus, c'est-à-dire qu'ils parviennent à mettre un terme au conflit. Clark, lorsque les États-Unis sont entrés dans ce conflit, l'objectif initial, comme l'a évoqué David, semblait osciller entre deux options, soit un changement de régime, soit l'émergence au sein du système iranien d'interlocuteurs jugés suffisamment modérés pour envisager une forme de coopération.
À ce stade, aucun acteur de ce type n'a pu être identifié, ni parmi les gardiens de la révolution, ni au sein de l'appareil institutionnel iranien. Dès lors, la tension se ressent progressivement sur un point névralgique, le détroit d'Ormuz. Celui-ci est-il destiné à devenir un foyer de tension durable? S'agira-t-il d'un sujet récurrent dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? Nos petits-enfants se souviendront peut-être durablement du détroit d'Ormuz. Ils en parleront encore, tant son importance est déterminante pour l'économie mondiale et les échanges intercontinentaux. Peu d'artères maritimes revêtent un caractère aussi stratégique. D'autres points de passage critiques existent également pour le commerce international, comme l'ont illustré dans l'histoire récente les perturbations du canal de Suez ou du canal de Panama, parfois dues non pas à des conflits armés, mais à des incidents techniques ou à des contraintes d'ingénierie ayant néanmoins paralysé la navigation. Une fermeture du détroit d'Ormuz aurait ainsi des conséquences majeures sur l'économie mondiale. Cela revoit aux observations de David concernant le rôle différencié des partenaires et des alliés, qu'il s'agisse des membres de l'OTAN ou d'autres acteurs impliqués en raison d'intérêts commerciaux ou de coopération sécuritaire. Dans tous les cas, garantir la libération de navigation dans cette zone stratégique supposerait un partage réel des responsabilités qui ne saurait reposer uniquement sur les États-Unis. Une réponse exclusivement américaine serait insuffisante, des solutions coordonnées impliquant plusieurs acteurs apparaissent nécessaires, y compris des options militaires ciblées et strictement encadrées. À cet égard, l'amiral Cooper, lorsqu'il commandait le CENTCOM et la 5e flotte à Manama, avait déjà plaidé en faveur de solutions technologiques telles que le déminage de voies maritimes par drone, une option qui pourrait être réexaminée aujourd'hui, mais qui impliquerait nécessairement une coopération internationale élargie. And then, of course, there's diplomatic and economic pressures that we need to have applied by allies and partners. David, l'un des principaux atouts dont dispose aujourd'hui l'Iran est à la fois économique et stratégique, le détroit d'Ormuz. Selon les éléments évoqués, les États-Unis auraient mené plusieurs frappes contre des cibles iraniennes. Elles auraient fortement affaibli la marine et les capacités de défense aérienne de Téhéran, au point de réduire, selon Clark, une grande partie de son aviation militaire. Dans ce contexte, le détroit d'Ormuz reste l'un des rares leviers encore pleinement opérationnels pour l'Iran. Une question se pose alors. Cet outil est-il utilisé uniquement dans une logique de survie pour éviter un affaiblissement stratégique majeur ou s'inscrit-il dans une stratégie plus large, visant à préserver et à poursuivre certains programmes, notamment nucléaires, balistiques ou les activités des réseaux régionaux? Autrement dit, quelle logique stratégique guide réellement ces choix? Je pense qu'avant ce conflit, ce pays poursuivait déjà une ambition d'hégémonie régionale ancienne, héritée d'une période historique où il exerçait une domination sur une large partie du Moyen-Orient. Cette stratégie visait notamment à renforcer sa position de puissance et à limiter l'influence des autres États de la région. Dans cette logique, il a développé un programme nucléaire à visée dissuasive ainsi qu'un système de missiles à longue portée, susceptible d'atteindre certaines zones en Europe. Il est peu probable qu'il renonce facilement à ces capacités, qui constituent des leviers stratégiques importants. Toutefois, le conflit récent a pu retarder leur progression. Il est fait mention de stocks significatifs d'uranium hautement enrichi. Néanmoins, les capacités industrielles d'enrichissement et de production auraient été affaiblies par des frappes ayant ciblé des infrastructures sensibles, notamment des éléments de la chaîne de production liés aux missiles de précision et aux drones. Une reconstruction complète de ces capacités nécessiterait probablement un délai important. Par ailleurs, l'Iran chercherait actuellement à démontrer sa résilience stratégique et sa capacité de nuisance, notamment en soulignant que la fermeture du détroit d'Ormuz reste une option techniquement accessible. Et cette menace potentielle repose sur divers moyens militaires conventionnels qui visent à rappeler son influence sur un axe maritime essentiel pour l'économie mondiale. That they are here, that they are relevant, and they still can have a profound impact on the global economy. And all Iran has to do is get one missile, one drone, one mine to hit one. Il suffirait que l'Iran frappe un seul pétrolier avec un missile, un drone ou une mine et tout pourrait basculer. Nous allons conclure avec vous, Ryan. Vous êtes le plus jeune autour de la table et vous vivrez sans doute plus longtemps que nous tous. Que représente ce conflit pour votre génération? C'est pour vous la première guerre suivie en direct. Ryan, pensez-vous qu'elle va définir notre époque en matière de défense terrestre et de dissuasion? Ou bien faut-il regarder ailleurs? Quel héritage ce conflit pourrait-il laisser? Territory, deterrence,
or is there something else? What's the leave behind here? Je peux dire que ma génération, bien qu'elle n'ait pas vécu directement les guerres d'Irak et d'Afghanistan dans leur moindre réalité quotidienne, les observe aujourd'hui avec un certain recul critique, en s'interrogeant sur leurs résultats réels, quels objectifs ont été atteints et quelles leçons ont été tirées. Il est probable que des interrogations similaires se poseront également à propos de la situation actuelle, même si les réponses ne pourront émerger qu'avec le temps. L'un des critères déterminants pour apprécier l'issue de cette crise réside dans l'évolution même du régime iranien. Il paraît peu probable qu'il s'effondre ou qu'il soit remplacé à court terme. La question centrale est plutôt de savoir s'il pourrait évoluer vers une posture plus coopérative et davantage alignée sur certains intérêts occidentaux, notamment américains, et s'il pourrait contribuer à la stabilisation régionale plutôt qu'à son instabilité. Sur le long terme, toutefois, la question du programme nucléaire iranien demeure l'élément le plus décisif. Même si son évaluation reste complexe et sujette à interprétation, le scénario le plus préoccupant serait celui d'un Iran sortant de cette dynamique de confrontation en accédant à l'arme nucléaire, ce qui constitue depuis longtemps l'un des principaux points d'alerte des analyses stratégiques. Scenario rather where Iran emerges from this with nuclear weapons will be the exact worst case scenario that analysts have pointed to for years now of Iran developing nuclear weapons capabilities. Notre génération pense et anticipe ce conflit. Celle de Ryan en porte, elle, les conséquences sur le terrain. Lorsque les chiffres et les images des forces engagées seront rendus publics, ils ne pourront laisser personne indifférent. Nous espérons, Ryan, que notre pays sera plus stable et dans de meilleures conditions pour les générations futures. Merci d'avoir suivi notre émission depuis Washington. Vous pouvez également retrouver cet épisode sur les plateformes numériques de Média TV. Nos remerciements vont à nos invités, le général à la retraite Mark Kimmitt, David Shanker, Clark Cooper, ainsi que notre chroniqueur Ryan Ekstrom. Merci également à notre correspondante Shorok Diab et à notre envoyé spécial à la Maison-Blanche Adel Dessouki. Sans oublier l'équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi pour la qualité de son travail. Les développements entre Washington et Téhéran ne se limiteront pas à cette seule région, ils auront des répercussions profondes sur les marchés internationaux, la sécurité mondiale et les équilibres politiques et nous continuerons à les suivre et à les analyser. À très bientôt pour un nouvel épisode depuis Washington. On Men Washington.